Alors c'est bien du Roundup, des herbants, grands travaux. Celui-là, ça c'est du nouveau. Mais je vois sur celui-là, il y a marqué biodégradable. Ça c'est l'ancien. Maintenant, il ne marque plus biodégradable. Donc ça ne doit plus être biodégradable, c'est le même produit. C'est parce qu'ils ne doivent plus avoir le droit de le marquer, ça ne doit pas être vraiment biodégradable. Fais gaffe qu'on n'en reçoive pas dans la figure. Quand même, non, je ne suis pas, je suis pas un assassin. Hein. Je suis sûr que ce soja Roundup Ready est mûr. On va pouvoir le récolter aujourd'hui. 11,5% d'humidité. C'est parfait pour la moisson. La première fois que j'ai entendu parler du soja Roundup Ready, c'était il y a 8 ans dans un magazine agricole. Ça avait l'air d'une innovation très intéressante. Le soja contient une protéine qui a été introduite dans la plante par manipulation génétique et qui la rend résistante au Roundup. Le Roundup est pulvérisé sur les plantes. Cela présente des avantages indiscutables. Si vous observez mon champ, il n'y a pas de mauvaises herbes. Utilisé selon le mode d'emploi, Roundup ne présente pas de risque particulier pour l'homme, les animaux domestiques et leur environnement. Marque déposée de Monsanto, fabriquée en Belgique. Si tu vois des escargots, t'en mets pas dessus, hein, parce qu'ils seront immangeables. Hein. Alors attention aux fraisiers. Hein. J'encourage vraiment les agriculteurs européens à s'intéresser de plus près à la technologie Roundup Ready. C'est un très bon système pour l'environnement et à long terme. Essayez-le. Monsanto. Ça fait 20 ans que je parcours le monde et partout j'ai entendu parler de cette multinationale américaine. À dire vrai, pas toujours en bien. J'ai voulu en savoir plus et j'ai navigué sur la toile pendant des mois en assemblant patiemment les pièces du puzzle. Sur son site internet, Monsanto se présente comme une compagnie agricole dont l'objectif est d'aider les paysans à produire des aliments plus sains tout en réduisant l'impact de l'agriculture sur l'environnement. Son produit phare, c'est le Roundup, l'herbicide le plus vendu au monde depuis 30 ans. One shot. All it takes for weeds. Roundup. Monsanto est aussi le leader mondial de la biotechnologie. 90% des OGM cultivés sur la planète lui appartiennent. La plupart ont été génétiquement manipulés pour résister aux épandages de Roundup, comme le soja dit Roundup Ready, mot à mot, prêt pour le Roundup. Les OGM de Monsanto ont envahi le monde, mais jamais une application agro-industrielle n'a suscité autant de passion et de polémiques. Pourquoi ? Quels sont les enjeux des OGM et le passé de la firme peut-il éclairer ce qu'elle est ou prétend être aujourd'hui ? Créée en 1901 à Saint-Louis dans l'État du Missouri, Monsanto ne fut pas toujours une compagnie agricole. Ce fut d'abord l'une des plus grandes compagnies chimiques du XXe siècle. Chemistry is working for you, and very likely Monsanto is working for you. Monsanto, where creative chemistry works wonders for you. Les merveilles vantées par la publicité ont fait de Monsanto l'une des entreprises les plus controversées de l'ère industrielle. Agent orange, aspartame,
Hormones de croissance. PCB. Les PCB. Ces huiles chimiques, utilisées comme isolants dans les transformateurs électriques, furent le fleuron de la firme pendant près de 50 ans. Elles s'appelaient Arochlor aux États-Unis, Pyralène en France ou Kloppen en Allemagne, jusqu'à leur interdiction au début des années 1980. Monsanto PCB. Un article du Washington Post de 2002. Monsanto a caché la pollution pendant des décennies. Ça s'est passé à Aniston, dans l'État de l'Alabama. Terry était mon petit frère. Il est mort en 1971 d'une tumeur au cerveau, d'un cancer des poumons et d'une maladie du cœur. Il avait 16 ans. Depuis 3 ans, j'ai perdu la plupart de mes amis. Ils sont morts de maladies comme le cancer, le diabète, l'hépatite. Toutes ces maladies sont liées au PCB. C'est la route de Monsanto. Ici, il n'y a que des Noirs qui vivent. Ils continuent à y habiter, même si toutes les maisons ont été polluées. Il y a 6 mois, ils ont décontaminé ce jardin là-bas. Avant, ici, il y avait des maisons, des gens qui y habitaient. Mais maintenant, ils ont dû déménager. Les maisons ont été démolies. Ça, c'est la maison où mon frère est mort. C'est là que j'ai grandi. Vous voyez le talus là-bas? C'est là que les PCB sont enterrés. Monsanto a eu l'autorisation d'enterrer les PCB à Aniston. C'est le canal de Snow Creek qui coule sur du ciment. Il partait de l'usine et déversait les PCB jusqu'ici. C'était de l'eau empoisonnée et ils ne l'ont dit à personne, sauf à l'État qui ne nous a rien dit. PCB, Monsanto savait. Mais savait quoi exactement? Une organisation environnementale de Washington, dirigée par l'écologiste Ken Cook, a mis en ligne les archives internes de la firme. La plupart sont classées confidentielles. Détruire après lecture. Un document de 1937. L'exposition au PCB provoque des effets toxiques sur tout l'organisme et des éruptions cutanées de type acné. 1961. Après la rupture d'un tuyau dans une usine utilisant des PCB, 2 ouvriers ont développé les symptômes d'une hépatite. 1966. Des scientifiques ont plongé des poissons dans l'eau du canal de Snow Creek. Tous sont morts au bout de 3 minutes et demie. Pollution. Lettre adressée aux responsables de vente en 1970. Ce document résume toute l'histoire. On peut y lire « Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre $1 de vente ». Ils ont caché le fait qu'ils empoisonnaient leurs voisins d'Aniston parce qu'ils ne voulaient pas perdre $1. C'est seulement quand les avocats des habitants d'Aniston ont saisi la justice que Monsanto a été obligé de divulguer ces documents confidentiels. Nous avons alors découvert ce qu'ils savaient depuis longtemps. Ils savaient la vérité depuis le début. Ils ont menti. Ils ont caché la vérité à leurs voisins et aux autorités gouvernementales. Et lorsqu'ils ont finalement informé les autorités, celles-ci, au lieu de se placer du côté des empoisonnés, ont protégé la compagnie. Elles ont soutenu Monsanto. C'est scandaleux, absolument impardonnable. C'est tous tes médicaments? Non, ce n'est pas tout. J'en ai d'autres là. C'est quoi ton taux de PCB?
63,8 dans le sang. Dans le sang. Si on faisait une biopsie de sa graisse, il serait en haut de l'échelle avec 3 ou 4 000 parts par milliard, ou plus. Quel est le niveau acceptable? C'est 2 parts par milliard. C'est le standard mondial. Mais nous en avons plus dans le sang et dans le corps que nulle part ailleurs dans le monde. Ici, c'est normal de parler de son taux de PCB? Nous en parlons tous ici parce que c'est notre quotidien. Qu'il arrive que les enfants viennent me voir et me disent « Monsieur Baker, on m'a fait des analyses, j'ai 3 parts par milliard. Combien de temps il me reste? » Cette histoire est absolument terrible. Mais qu'en pensent les scientifiques? Sur la toile, on trouve de nombreux articles concernant les effets des PCB sur la santé humaine. L'un des meilleurs spécialistes s'appelle David Carpenter. C'est lui qui a réalisé les tests pour les habitants d'Anniston. Nous avons tous des PCB dans nos corps. Les ours polaires et les pingouins ont des PCB. Par le passé, il n'y avait que quelques sites où l'on se débarrassait des PCB. Mais avec le temps, ils ont contaminé l'air et l'eau. Maintenant, toute la planète est contaminée par les PCB. Les PCB causent beaucoup de maladies. La plus connue est le cancer. My test results stated that I had 202 parts per billion in my system. Les femmes contaminées par les PCB donnent naissance à des enfants qui ont un QI réduit. 29.6. Les PCB réduisent le fonctionnement de la thyroïde. Les PCB perturbent les hormones sexuelles. Pass away, just let me pass away. Pass away in peace. He's gonna pay, I said then. He is gonna pay for the way that he has done to us. En 2001, 20 000 habitants de Anniston ont porté plainte contre Monsanto. La compagnie et sa filiale Solutia ont finalement été condamnés à payer 700 millions de dollars pour indemniser les victimes, décontaminer le site et construire un hôpital spécialisé. Mais aucun dirigeant de Monsanto n'a été poursuivi. Dans le système juridique américain, il est très rare que des cadres ou des dirigeants d'entreprise soient considérés comme pénalement responsables. En revanche, on a la possibilité d'attaquer les entreprises au civil. On les fait payer. En vérité, les dommages et intérêts payés des décennies plus tard par les sociétés ne représentent qu'une fraction de leurs profits. C'est donc rentable de garder le secret. On peut se demander quel secret ils gardent actuellement. On ne peut jamais faire confiance à une grosse société comme Monsanto pour nous dire la vérité sur un produit ou un problème de pollution. Jamais. On ne peut pas faire confiance à Monsanto, a dit Ken Cook. Et si on prenait l'exemple du Roundup, l'herbicide favori des jardiniers et paysans, c'est quoi au juste? C'est le nom commercial donné par Monsanto au glyphosate, un herbicide dit non sélectif ou total parce qu'il détruit toutes les plantes. Mis sur le marché en 1974, il a connu un succès fulgurant parce que Monsanto a toujours affirmé qu'il était biodégradable et bon pour l'environnement. Voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre ni l'os de Rex. Roundup, le désherbant qui donne envie de désherber. Roundup biodégradable. Ken Cook a raison. La firme a été condamnée 2 fois pour publicité mensongère. La première, c'était à New York en 1996. Et la deuxième, en France, l'année dernière. Les juges ont considéré que les mentions biodégradables, laissent le sol propre et respectent l'environnement, étaient des messages publicitaires trompeurs.
D'autant plus que selon les études effectuées par le groupe Monsanto lui-même, un niveau de dégradation biologique de 2% seulement peut être obtenu après 28 jours. Voilà pourquoi la mention biodégradable a récemment disparu des bidons. Mais ce n'est pas tout. De nombreuses études scientifiques montrent que le Roundup est hautement toxique. Un exemple ? Le Roundup provoque des dysfonctionnements de la division cellulaire. Une étude du professeur Robert Bellet. Le professeur Bellet travaille pour le CNRS et l'Institut Pierre et Marie Curie. Il a étudié les effets du Roundup sur des ovules fécondés d'oursins. La très grosse surprise a été que le Roundup a un effet sur la division des cellules. Et très vite, on s'est aperçu que ce qui était touché par le Roundup était un point clé de la division. C'est-à-dire pas les mécanismes de la division elle-même, mais les mécanismes qui contrôlent la division des cellules. Il faut comprendre comment naît un cancer. Les cellules, au départ, ne sont pas cancéreuses, et à partir d'un certain moment, il y a des modifications en elles, et la modification principale, c'est ce qu'on appelle devenir instable du point de vue génétique. Et c'est ce premier dérèglement qu'on a observé avec le Roundup. Et c'est pour ça que l'on dit que pour nous, le Roundup induit les premières étapes qui conduisent au cancer. Et nous faisons attention de ne pas dire induisent des cancers, puisque les cancers, on les verra dans 30 ou 40 ans. On s'est tout de suite, nous, rendu compte de l'importance que ça pouvait avoir au niveau des utilisateurs, puisque les doses correspondaient à des doses quand même très en dessous des doses qu'utilisent les gens. Et on s'est dit, mince, il faut vraiment qu'on alerte le mieux possible et le plus vite possible l'opinion publique, d'une certaine façon. Alors pour faire ça, moi je me suis dit, le meilleur système, c'est de m'adresser à mes tutelles. Et j'ai été un peu surpris, même très surpris. On nous a suggéré ou fortement incité à ne pas communiquer parce qu'il y a cette question des OGM derrière. Cette histoire est incroyable. On a caché la toxicité du Roundup pour protéger le développement des OGM. Reprenons l'histoire des OGM à son début. D'après le site internet de Monsanto, le soja Roundup Ready fut la première culture transgénique autorisée aux États-Unis en 1996. Ces producteurs sont regroupés au sein de l'ASA, l'Association américaine du soja, dont le site de Monsanto fournit l'adresse. John Hoffman, son vice-président, est un défenseur inconditionnel de la biotechnologie. Au printemps, vers le 1er mai, je pulvérise une première fois du Roundup pour tuer les mauvaises herbes. Et puis, 6 ou 7 semaines plus tard, je fais une deuxième application. Et ça suffit pour le reste de l'année. Avant d'avoir la technologie Roundup Ready, les champs avaient des mauvaises herbes. Nous devions les inspecter et arracher les mauvaises herbes à la main. C'était beaucoup de travail. Le système Roundup Ready me permet donc d'économiser du temps et de l'argent. Apparemment, la nouvelle merveille de Monsanto a tout pour séduire les agriculteurs. Mais comment ça marche ? Comment le soja peut-il survivre aux épandages de Roundup ? Voici une cellule de soja. Au cœur de la cellule, il y a le noyau qui contient l'ADN, la structure génétique du soja. Pour créer son OGM, Monsanto franchit la barrière des espèces. Ces chercheurs ont sélectionné un gène provenant d'une bactérie qui confère la résistance au Roundup. Le gène est fixé sur des particules d'or microscopiques qui sont bombardées avec un canon à gènes dans les cellules de soja. Le gène pénètre l'ADN et fabrique une protéine qui permet à la plante de résister au Roundup. Quand l'herbicide est pulvérisé, il tue toutes les mauvaises herbes, sauf le soja. À dire vrai, c'est quand même une sacrée prouesse technologique. Mais tout de même, ce soja destiné à être arrosé par un herbicide puissant finira dans l'assiette du consommateur. On imagine donc qu'il a dû être soigneusement testé avant sa mise sur le marché. Qui était ministre de l'Agriculture à l'époque ? C'est Dan Glickman, qui fut ministre de Bill Clinton de 1995 à 2000.
Au début de mon mandat, il y avait un consensus dans l'agroalimentaire et au sein du gouvernement des États-Unis. Si on ne marchait pas tête baissée en faveur du développement rapide de la biotechnologie et des cultures OGM, alors on était considéré comme anti-science et anti-progrès. Franchement, je pense qu'on aurait dû faire plus de tests. Mais les entreprises agro-industrielles ne voulaient pas parce qu'elles avaient fait d'énormes investissements pour développer ces produits. Et en tant que responsable du service qui réglementait l'agriculture, j'ai subi beaucoup de pression pour, disons, ne pas être trop exigeant. La seule fois où j'ai osé en parler pendant le mandat de Clinton, je me suis fait taper sur les doigts, non seulement par l'industrie, mais aussi par les gens du gouvernement. En fait, j'ai prononcé un discours où j'ai dit qu'il fallait qu'on étudie plus sérieusement la réglementation des OGM. Et il y avait des gens à l'intérieur du gouvernement Clinton, surtout dans le domaine du commerce extérieur, qui étaient fâchés contre moi. Ils m'ont dit « Comment peux-tu, toi qui travailles dans l'agriculture, mettre en cause notre système de réglementation ?» Voilà qui est clair. Aux États-Unis, le ministre de l'Agriculture ne fait pas le poids face aux intérêts des multinationales. Mais comment sont réglementés les OGM aux États-Unis? Le texte le plus important a été publié par la FDA, la Food and Drug Administration, l'agence chargée de la sécurité des denrées alimentaires et des médicaments. Titre: Aliments dérivés des nouvelles variétés de plantes. Date: 29 mai 1992. Principe 1. Les aliments obtenus par modification génétique sont réglementés de la même manière que ceux obtenus par le croisement traditionnel des plantes. En clair, la FDA décide de ne pas créer de catégorie spéciale pour les OGM. Pour toute question, adressez-vous à James Mariensky, qui dirigeait alors le département de la biotechnologie. En gros, le gouvernement a pris la décision de ne pas créer de nouvelles lois. Il pensait que les lois existantes pouvaient s'appliquer aux nouvelles technologies. Ça veut dire que la Maison-Blanche a demandé à l'agence d'écrire un texte où les OGM ne seraient pas soumis à une réglementation spécifique. Mais ce n'était pas basé sur des données scientifiques, c'était une décision politique. Oui, c'était une décision politique qui touchait beaucoup de domaines, pas seulement la nourriture. Elle s'appliquait à tous les produits de la biotechnologie. Quel aveu incroyable! James Mariensky reconnaît que la réglementation des OGM fut basée sur une décision politique et pas scientifique. Mais comment cette décision fut-elle argumentée? Principe 2. Les composants des aliments provenant d'une plante génétiquement modifiée seront les mêmes ou similaires en substance à ceux que l'on trouve communément dans les aliments. Autrement dit, la FDA considère a priori qu'une plante modifiée génétiquement est similaire à une plante conventionnelle. C'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence en substance, qui a été repris partout dans le monde. Il est au cœur du débat qui oppose les anti-OGM aux pro-OGM. Comment la FDA a-t-elle pu décider qu'une plante OGM était similaire à une plante conventionnelle? Nous savons que les gènes qui sont introduits dans les plantes par la biotechnologie produisent des protéines très semblables à celles que nous avons consommées pendant des siècles. Ça, c'est la version officielle de la FDA. Elle est battue en brèche par Jeffrey Smith, auteur de plusieurs ouvrages sur les OGM. Michael Hansen, expert scientifique auprès de l'Union des consommateurs. L'essayiste Jeremy Rifkin, qui fut le premier à dénoncer le principe d'équivalence en substance. Si les OGM sont si bien implantés aujourd'hui, c'est à cause d'une tromperie de la FDA. Ils disent que ces aliments ne sont pas différents. Ils emploient l'expression
équivalence en substance, ou pas considérablement différent, ce qu'ils traduisent par généralement reconnu comme sûr, GRAS en anglais. Normalement, pour que quelque chose soit considéré comme GRAS, il faut que cela s'appuie sur de nombreuses études et qu'il y ait un large consensus au sein de la communauté scientifique. Avec les OGM, il n'y a eu ni l'un ni l'autre. La FDA disait, si on introduit un gène dans une plante, ce gène est de l'ADN. Comme nous consommons de l'ADN depuis longtemps, nous pouvons donc conclure que cette plante est GRAS. Notre point de vue, c'était que les gènes devaient être considérés comme des additifs alimentaires. Actuellement, quand on veut ajouter dans un aliment une goutte microscopique d'un nouveau colorant, d'un conservateur ou d'un produit chimique, c'est considéré comme un additif alimentaire. Et donc, on doit faire toutes sortes de tests pour prouver qu'il y a une certitude raisonnable qu'il ne soit pas nuisible. En revanche, lorsqu'on manipule génétiquement une plante, ce qui peut engendrer d'innombrables différences dans l'aliment, on ne demande rien. À l'époque, à Washington, si vous fréquentiez les mêmes bars que les lobbyistes, vous les entendiez rire de tout ça. Tout le monde savait que c'était n'importe quoi, ce principe d'équivalence en substance. C'était simplement une façon pour ces sociétés, et surtout Monsanto, de mettre rapidement leurs produits sur le marché, avec le moins d'interférences gouvernementales possible. Et je dois dire qu'ils ont très bien su défendre leurs intérêts. Je me souviens de réunions où les scientifiques de Monsanto ont rencontré les scientifiques de la FDA. Ils parlaient des modifications que leurs travaux provoquaient, tout en demandant à la FDA « Comment allez-vous réglementer ces produits ?» Je n'ai jamais vu une société qui ait une influence aussi déterminante et à un niveau aussi élevé sur les autorités gouvernementales en charge de la réglementation que Monsanto avec ses OGM. Il existe une archive exceptionnelle où l'on voit George Bush père en visite dans les laboratoires de Monsanto. C'était 9 ans avant la mise sur le marché du soja Roundup Ready. What I'd like to do today is show you some of the steps we go through when we're moving genes from one organism into another. And you'll actually be doing the very little manipulations we do in the laboratory, where we take DNA, cut it apart, mix different pieces together, and then rejoin them, splice them back together. This tube contains DNA that was made from a bacterium. DNA would look the same whether it was from a plant. What are we saying here? Oh, I see. And this will lead you to do what? To have a stronger plant or a plant that's resists herbicide? In this case, it resists the herbicide. I see. We have a fabulous herbicide. This is a chemical that will... Au moment où George Bush effectue sa visite au siège de Monsanto, il est le vice-président de Ronald Reagan. Le mot d'ordre de l'administration républicaine, c'est la déréglementation. Il s'agit de favoriser l'industrie en réduisant au maximum les entraves bureaucratiques, comme les tests sanitaires ou environnementaux sur les nouveaux produits. Et c'est justement ça le problème de Monsanto. We have before USDA right now a request to test this for the first time on a farm in Illinois this year. And Get hallucinating about it, we'll lose another year. Yes, and then the expense goes out and nothing happens because you can't do it. Yeah, and I would say, quite frankly, we have no complaint about the way USDA is handling it. They're going through an orderly process. They're making sure that as they deal with these new things, they do them properly. And now, if we're waiting until September and we don't have our authorization, we may say something different. Huh? Call me. We're in a dereg business. En 1988, Dan Quayle a pris la place de George Bush, qui a été élu président des États-Unis. 4 ans plus tard, le nouveau vice-président rend public que la politique américaine en matière d'OGM conforme aux souhaits de Monsanto. We are taking this step as part of the President's Regulatory Relief Initiative, now in its second phase. The United States is already the world leader in biotechnology, and we want to keep it that way. In 1991 alone, it was a $4 billion industry.
it should reach at least $50 billion by the year 2000, as long as we resist the spread of unnecessary regulation. Vous pensez que c'était un complot? Le mot complot est un peu fort, mais du point de vue de la firme, disons que c'était une prise de pouvoir absolument sans faute. Très tôt, un certain Michael Taylor est devenu l'administrateur adjoint de la FDA au moment où la réglementation des OGM était rédigée. Qui est Michael Taylor? Sur Internet, il n'y a qu'une seule image de cet homme de l'ombre. Aujourd'hui, il dirige une fondation Ressources pour le futur. Hello, Marie-Monique speaking. Hello, it's Mike Taylor. My questions are about your role. I mean, when you were working at the FDA, before being hired by the FDA, you worked as an attorney for Monsanto during 7 years, didn't you? Well, I was a partner in a law firm of which Monsanto was a client, and I worked on some Monsanto matters, yes. And apparently, if I understood well what I read, the FDA created a new position for you, Deputy Commissioner for Policy? Well, because there was a special need at that time at the FDA because of the new GMOs? It had nothing to do with GMOs. Nothing at all to do with GMOs. I wasn't the author of these policies, but that's just false. Il est arrivé à la FDA en juillet 1991. Jusqu'à cette date, il travaillait dans le cabinet d'avocats King & Spalding. Parmi ses clients, il y avait non seulement Monsanto, mais aussi l'IFBC, le Conseil international de la biotechnologie et des aliments. Il a écrit pour l'IFBC un document présentant la manière dont le Conseil aimerait qu'on réglemente les OGM. Si vous comparez cette proposition de Michael Taylor pour l'IFBC et le texte publié par la FDA, ils sont très similaires. Si ce n'est pas lui l'auteur de la réglementation, alors quelqu'un a pris son document en le modifiant légèrement avant de le publier. À l'époque, M. Taylor était commissaire adjoint et c'est lui qui dirigeait le projet. Il était le chef, le leader de la réglementation, chargé de faire en sorte que le projet soit conduit à son terme. Monsanto a su parfaitement mener le jeu politique et légal. Ils ont joué un rôle clé dans l'autorisation de mise sur le marché de l'hormone de croissance bovine et au-delà, dans la manière dont le gouvernement américain a géré la biotechnologie. Michael Hansen vient de parler de l'hormone de croissance bovine. De quoi s'agit-il? Apparemment, c'est une hormone transgénique injectée aux vaches pour augmenter leur production laitière de 20%. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne fait pas l'unanimité. L'hormone menace notre santé. Le poison mortel. Manipulation. Baptisé RBGH, hormone de croissance bovine recombinante, le produit est commercialisé par Monsanto sous le nom de Posilac depuis 1994. Posilac is the single most tested new product in history. You'll soon see the dramatic results Posilac can offer you. En 1985, Monsanto a déposé un dossier auprès de la FDA pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché de Posilac. Les experts de l'agence ont analysé les essais réalisés par la firme sur des élevages expérimentaux. À la FDA, le vétérinaire en charge du dossier s'appelait Richard Burroughs. Dans une interview, il a déclaré que des officiels de l'agence ont supprimé et manipulé des données.
Les données scientifiques que la compagnie a envoyées ne prenaient pas en compte les besoins des producteurs de lait, à savoir des questions clés comme les maladies que sont la mamite, c'est-à-dire l'infection des pies, et les problèmes de reproduction. Alors quand j'ai vu que toutes ces données manquaient, j'ai dit « Hé les gars, vous devez récolter plus d'informations ». Ça les a retardés de 2 ou 3 ans. Avez-vous averti la FDA de vos préoccupations? Petit à petit, j'ai été marginalisé. Mon chef a mis des proches sur le dossier et j'ai eu de moins en moins accès aux données, y compris les choses que j'avais personnellement demandées, comme les études sur la mamite. J'étais devenu un obstacle. Alors, ils ont décidé de m'éliminer en me mettant au placard. Finalement, j'ai été licencié. Un jour, on m'a raccompagné à la porte et c'était fini pour moi. Est-ce que vous avez été menacé? Oui, par les avocats de Monsanto. Quand j'ai contesté mon licenciement devant la justice, ils ont dit à mon avocat qu'il me ferait un procès si je révélais des secrets de la compagnie pour ma défense. Finalement, la FDA sera condamnée à réintégrer le vétérinaire trop consciencieux qui, écœuré, finira par démissionner. Mais ce n'est pas tout. Sur Internet, on parle aussi de documents volés à la FDA et transmis au docteur Samuel Epstein, qui dirige la coalition pour la prévention du cancer. En 1990, le professeur Epstein a publié un article dans The Milkweed, un journal de référence spécialisé sur le lait que dirige le journaliste Pete Hardin. Un scoop basé sur des documents secrets que les deux hommes ont soigneusement épluchés. Un jour au bureau, j'ai trouvé une énorme boîte de documents envoyée de Washington par un expéditeur anonyme. Cette boîte contenait toutes les données des études vétérinaires que Monsanto avait fournies à la FDA depuis 6 ans. Un vrai bonheur. La plupart de ces documents sont des originaux, avec la mention « Informations internes et confidentielles » qui ne peuvent pas être reproduites, révélées ou envoyées à l'extérieur de la société sans autorisation. C'est exactement ce qu'un journaliste d'investigation aime rendre public. La révélation de ces informations a fait enrager Monsanto et la FDA. Nous avons pu prouver que les changements physiologiques observés chez les animaux piqués avec l'hormone étaient dramatiques. Par exemple, nous voyons que les ovaires droits des vaches qui ont reçu l'hormone synthétique sont 34% plus gros, voire 42% ou 44% selon les groupes. Par ailleurs, les dossiers volés montrent qu'il y a de graves problèmes de reproduction chez les animaux qui ont été traités. The data is conclusive. We provided the data, the raw data, and summary data is peer-reviewed data not done by us to support the submission. Every health authority who has looked at bovine somatotropin has found that it is completely safe for consumers. Pour Monsanto, non seulement l'hormone ne pose aucun problème, mais elle présente même des bénéfices pour le consommateur. Comme la composition chimique du lait n'est pas altérée par l'usage du Posilac, ses propriétés et son goût ne changent pas. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est un produit très différent pour plusieurs raisons. D'abord, comme les vaches souffrent souvent de mamite, il y a du pus dans le lait. De plus, à cause du traitement des mammites, on trouve une grande quantité d'antibiotiques dans le lait. Enfin, on constate une importante augmentation de ce qu'on appelle l'IGF-1, le facteur insuline de croissance.
Depuis les années 1980, une soixantaine d'études ont montré qu'il y avait un lien direct entre un niveau élevé de IGF-1 et les cancers du sein, du côlon et de la prostate. Cette histoire est absolument sidérante. Y a-t-il d'autres pays qui ont autorisé la RBGH? Apparemment, l'hormone a été interdite en Europe et au Canada. Y compris au Canada? Pourtant, l'agence Santé Canada a l'habitude de calquer ses décisions sur la FDA. RBGH, scandale à Santé Canada. Monsanto accusé de tentative de corruption. En octobre 1998, 3 scientifiques de Santé Canada ont témoigné devant une commission sénatoriale pour s'opposer à la mise sur le marché de l'hormone transgénique. L'affaire a été déclenchée par le docteur Shiv Chopra, qui est ce qu'on appelle en anglais un whistleblower, disons un lanceur d'alerte. Je me demande quelle vérité je vais dire. Celle que je connais ou celle que le ministère me dit de dire. Voilà mon conflit. Je vous demande à tous les trois, est-ce que certains d'entre vous ont été approchés par Monsanto? Dr. Hayden? J'ai assisté à une réunion en 1989-90. Des représentants de Monsanto m'avaient rencontré moi-même, le Dr. Drennan, mon chef de service, et le Dr. Messier également. La compagnie nous avait offert 1 à 2 millions de dollars. Je ne sais pas ce que c'est devenu par la suite, mais je sais que mon directeur avait dit après la réunion qu'il allait faire un rapport sur cet incident à ses supérieurs. Comment a réagi Monsanto? Monsanto n'a pas nié le fait qu'ils ont proposé 2 millions de dollars lors de cette réunion. Plus tard, ils ont dit que c'était une proposition pour faire plus de recherches au Canada sur les vaches canadiennes. En tout cas, le résultat, c'est que l'hormone transgénique n'a pas été autorisée au Canada. À la suite des révélations canadiennes, le Parlement européen l'a banni pour toujours. Puis, tout d'un coup, Margaret Hayden, Gérard Lambert et moi, nous avons été tous les trois congédiés pour désobéissance. Vous avez été licencié? Oui, nous avons été licenciés et nous avons porté l'affaire en justice. Aux États-Unis, le Congrès avait également ouvert une enquête à la demande des opposants de l'hormone transgénique. Ceux-ci dénonçaient notamment l'interdiction d'étiqueter le lait selon sa provenance, qui empêche les consommateurs de choisir. Mais curieusement, l'enquête du Congrès n'a jamais abouti. Bovine growth hormone, BGH, is a test of consumer acceptance of genetic engineering. In the garbage. In the garbage! The cow hormone drug. L'hormone de croissance bovine représente la première application de la biotechnologie à la production d'aliments et Monsanto est une multinationale très puissante qui a beaucoup de relations au sommet de l'État. Pour le gouvernement fédéral, le développement de la biotechnologie représentait un enjeu si important qu'il a préféré ignorer ces questions, disons subalternes, que sont la santé des vaches ou des consommateurs. La raison pour laquelle la FDA a autorisé la mise sur le marché de la RBGH, c'est que beaucoup d'anciens salariés de Monsanto occupaient des postes clés à la FDA. Ils ont rejoint l'agence pour faire homologuer le produit. C'est ce qu'on appelle les portes tournantes, avec un effet de double hélice. Les portes tournantes. Oui, les portes tournantes. Il n'y a pas qu'en agriculture qu'il y a des portes tournantes. C'est dans beaucoup de secteurs. Donald Rumsfeld était le PDG de Searle, qui était une filiale de Monsanto. L'ambassadeur américain du commerce extérieur, Mickey Cantor, a fini au conseil d'administration de Monsanto. Clarence Thomas, juge à la Cour suprême, a travaillé pour Monsanto.
Monsanto Revolving Doors, en français les chaises musicales, état des lieux non exhaustif en 1999. Linda Fisher passe de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement, à Monsanto. Michael Friedman de la FDA à Monsanto. Marcia Hale et Josh King de la Maison Blanche à Monsanto. Margaret Miller de Monsanto à la FDA. William Reichelshaus de l'EPA à Monsanto, sans oublier Michael Taylor qui a fait plusieurs fois l'aller-retour. Once your mission carried out by the FDA, you became Monsanto's vice president for public policy. Right. So there is no conflict of interest for you. No, and again, the rules are the rules, and I played within the rules. I think in terms of public acceptance, it's been one blunder after another. If you're trying to have a strategy for having the public understand and accept the new technology, having the first application of it be related to milk, which we already have more than we need, it created, it helped create a climate of suspicion. I think the idea that companies are not required in every case of a GMO to submit the product to FDA, such as is required in Europe, I think that from a public confidence, public acceptance standpoint, that's not a sufficient system. I personally have said that Congress should change the law. Congress should create a mandatory notification system that ensures that every product is looked at by FDA and that FDA makes a safety judgment about every product. Voilà ce qu'on appelle un aveu fort intéressant. Apparemment, Michael Taylor semble regretter la réglementation qu'il a signée en 1992. Qu'en pensaient les scientifiques de la FDA? Y avait-il un consensus sur la réglementation des OGM? Des documents internes montrent que l'agence a ignoré les inquiétudes de ses propres scientifiques. C'est signé Steven Drucker. Steven Drucker est un avocat qui travaille pour une coalition d'organisations non gouvernementales. Il a porté plainte contre la FDA et obtenu la déclassification de ses archives sur les OGM. Nous avons reçu plus de 44 000 pages qui révèlent que la FDA ment à la planète depuis au moins 1992. Elle continue de mentir. Elle prétend que le principe d'équivalence en substance entre les OGM et les plantes conventionnelles est appuyé par un très large consensus au sein de la communauté scientifique et que de nombreuses données scientifiques le prouvent. Ces deux affirmations sont des mensonges flagrants. Par exemple, le docteur Lois Prebill du département de la microbiologie de la FDA a écrit « Il y a une différence énorme entre les effets inattendus que peuvent produire les plantes traditionnelles et les OGM. » Puis, il a ajouté que certains aspects de la manipulation génétique pourraient être plus dangereux. L'inquiétude exprimée par les experts de la FDA était si importante que le docteur Linda Call de la FDA, qui était chargé de suivre et de synthétiser leurs avis, a écrit un compte-rendu au coordinateur de la biotechnologie de la FDA, le docteur James Mariansky. Selon les documents internes de la FDA qui ont été rendus publics, il y avait beaucoup de scientifiques de la FDA qui n'étaient pas d'accord avec la réglementation proposée. Par exemple, j'ai ici un mémo que Linda Call vous a envoyé. Oui. Elle dit « Les processus de manipulation génétique et de croisement traditionnel sont différents. » Et de croisements traditionnels sont différents et selon les experts de l'agence, ils conduisent à des risques différents. C'est vrai que nous avions des opinions très divergentes au sein de l'agence. C'est ce que Linda Call résume dans son mémorandum. Mais quand nous avons fini d'écrire la réglementation, tous les scientifiques étaient d'accord. Bien sûr que la FDA s'était penchée sur l'usage de la manipulation génétique, mais elle n'avait aucune information qui indique que la technique elle-même puisse créer des produits qui soient différents en termes de qualité ou de sécurité. Avant que les scientifiques de la FDA fassent part de leurs inquiétudes, l'agence avait reçu un signal d'alerte très clair.
En effet, le premier additif alimentaire manipulé génétiquement et mis sur le marché américain avait provoqué une grave épidémie. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé avec le L-tryptophane en 1989 Oui. C'était un acide aminé génétiquement manipulé. A priori, nous connaissons très bien les acides aminés. Il a tué des dizaines de personnes et rendu malades des centaines d'autres. Il a provoqué l'épidémie d'une maladie inconnue appelée EMS. C'est vrai. Combien de gens sont morts? Oui, mais nous avons beaucoup... 37 et plus de 1000 handicapés, vous souvenez-vous? Je m'en souviens. Selon un document de la FDA, vous avez dit « Nous ne savons pas quelle est la cause de l'EMS, mais nous ne pouvons pas éliminer l'hypothèse qu'elle soit due à la manipulation génétique ». Est-ce que vous avez dit ce que j'ai lu? Oui. Incroyable. James Mariensky n'excluait pas que la manipulation génétique puisse entraîner des effets inattendus, mais il n'a pas bougé le petit doigt. Y a-t-il des scientifiques indépendants qui ont travaillé sur cette question capitale pour les consommateurs? Arpad Pusztai, un scientifique de renom, perd son travail après avoir exprimé ses inquiétudes sur les OGM. C'était en 1998. Arpad Pusztai travaillait pour l'Institut Rowlett en Écosse et il avait dirigé une étude sur des pommes de terre transgéniques à la demande du ministère de l'Agriculture. Un budget de plus de 2 millions d'euros qui avait mobilisé 30 chercheurs pendant 2 ans pour préparer l'arrivée des OGM en Grande-Bretagne. Nous étions tous enthousiastes. J'étais enthousiaste. Le ministère pensait que si nous faisions cette étude en examinant tous les aspects, cela constituerait un soutien en faveur des OGM. Au moment de lancer les produits sur le marché, il pourrait dire que le meilleur laboratoire européen de nutrition avait trouvé qu'il n'y avait pas de problème. Arpad Pusztai est spécialiste des lectines. Ce sont des protéines qui ont une fonction insecticide et protègent les plantes contre les pucerons. Les scientifiques du Rowlett Institute ont créé des pommes de terre résistantes aux pucerons dans lesquelles ils ont introduit un gène provenant d'un perce-neige qui fabrique la fameuse lectine. Auparavant, ils avaient vérifié qu'à l'état naturel, les lectines ne sont pas dangereuses pour la santé. Les pommes de terre transgéniques ont été testées sur des rats. Nous avons constaté 2 effets. D'abord, une prolifération des cellules dans l'estomac, et cela n'est pas bien. Je ne dis pas que c'est cancéreux, mais cela peut faciliter le développement de tumeurs causées par des produits chimiques. De plus, le système immunitaire de l'estomac était en surchauffe. On ne sait pas si cela est bon ou mauvais, mais en tout cas, l'organisme traitait ces pommes de terre comme des corps étrangers. Nous étions convaincus que c'était la manipulation génétique qui était à l'origine du problème et pas le gène de la lectine, parce que nous l'avions testé tout seul à une concentration 800 fois plus élevée et il ne faisait pas de mal. C'était très important parce que la FDA parlait à l'époque d'une technologie neutre. Nous avons dit et publié que ce n'était pas le gène en soi qui était le problème, mais la technique d'insertion. Tandis que les premières cargaisons américaines de soja transgénique arrivent en Grande-Bretagne, Arpad Pusztai donne une interview à la BBC en accord avec sa direction. As a scientist actively working on the field, I find that it's very, very unfair to use our fellow citizens as guinea pigs.
Je crois qu'ils ne me pardonneront jamais d'avoir dit cela. Monsanto a tout de suite compris l'importance de nos résultats. Ils étaient déjà au courant avant la diffusion de l'interview, parce que l'Institut de la recherche agricole d'Écosse recevait beaucoup d'argent de Monsanto. Donc, ils ont très vite compris la portée de notre étude. Le lendemain de la diffusion de l'interview, Arpad Pusztai est licencié et toute son équipe de recherche dissoute. Histologue réputé, le professeur Stanley Yuen avait été chargé d'étudier l'impact des pommes de terre transgéniques sur les organes des rats. Depuis cette affaire, il n'a plus aucune illusion sur l'indépendance de la science. J'étais extrêmement en colère et très perturbé. C'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont aussi discrédité Stanley. Ce ne fut pas seulement Arpad et moi. Stanley a été mis à la retraite d'office et à l'université, il a été discrédité. C'est vrai? Oui. C'était vraiment très dur. Lundi, notre travail était formidable. Mardi, c'était bon pour la poubelle. J'avais une petite idée de ce qui avait bien pu se passer, mais j'en ai eu la confirmation il y a à peu près 8 ans. J'étais à un dîner dansant et à la table, à côté de moi, il y avait quelqu'un de l'Institut Rowett du nom de Data Roy. À un moment, je lui ai dit « C'est horrible ce qui est arrivé à Arpad, n'est-ce pas ?» Il a répondu « Oui, mais ne savez-vous pas que Downing Street a appelé le directeur 2 fois ?» Là, j'ai compris qu'il y avait eu quelque chose de supranational dans cette affaire. Le bureau de Tony Blair avait subi des pressions pour arrêter ce travail parce que les Américains trouvaient que ça portait préjudice à leur industrie de la biotechnologie. L'affaire d'Arpad Pusztai a entraîné un rejet massif des OGM en Grande-Bretagne, soutenu par Greenpeace. Au point qu'1 an plus tard, Robert Shapiro, le PDG de Monsanto, a accepté de participer à une téléconférence organisée par l'association écologiste. C'est finalement la seule archive filmée qui existe de l'ancien PDG, qui avait fait basculer la compagnie dans l'ère de la biotechnologie en lançant un nouveau mot d'ordre, nourriture, santé et espoir. Monsanto made huge efforts to push its products in every direction with the full support of multinational food manufacturers, retailers, communications firms, regulators, even governments. You behave not as a company offering life and hope, but as bullies, trying to force your products on us. If I'm a bully, I don't feel that I'm a very successful bully. I want to start by emphasizing that biotechnology is a tool. Biotechnology in itself is neither good nor bad. It can be used well or it can be used badly. The products that are on the market have been reviewed through the regulatory processes that society has established in order to assure not only safety, but the environmental safety of the products themselves. 10 ans après sa mise sur le marché, le soja Roundup Ready représente 90% du soja cultivé aux États-Unis. Et 70% des aliments vendus dans les commerces américains contiennent des produits transgéniques. À la différence de l'Europe, les consommateurs ne peuvent pas choisir car l'étiquetage des OGM est interdit. Une conséquence directe du principe d'équivalence en substance. J'ai un grain de soja dans la main et je peux le manger en toute sécurité. Je pense que la FDA est confiante que ce soja présente la même sécurité alimentaire que les autres variétés. Comment l'agence peut-elle en être sûre? C'est basé sur les données que la compagnie a fournies à la FDA et qui ont été évaluées par les scientifiques de l'agence. Et ce n'est pas dans l'intérêt d'une entreprise de conduire une étude pour ensuite en masquer les résultats. Comment James Mariinsky peut-il être aussi affirmatif?
Si on tape Monsanto a falsifié des études scientifiques, on obtient 174 000 réponses. Parmi elles, un rapport de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Monsanto aurait falsifié des études sur les effets cancérigènes de la dioxine. L'histoire commence à Nitro, dans une usine de Monsanto qui fabrique un herbicide puissant appelé 2,4,5-T. En 1949, une explosion a provoqué des effets inattendus. 228 ouvriers ont développé une maladie très défigurante, la chloracnée. L'origine, c'est la dioxine, un sous-produit hautement toxique que contient le 2,4,5-T. Le 2,4,5-T était le composant principal de l'agent orange, le défoliant utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Dans les années 1960, 40 millions de litres d'agent orange ont été déversés dans le sud du pays, soit 400 kilos de dioxine pure. 3 millions de personnes ont été contaminées, dont des milliers de soldats américains. 40 ans après la fin de la guerre, la dioxine continue de faire des victimes. On sait aujourd'hui que ce poison provoque des cancers et de graves dysfonctionnements génétiques. En 1978, alors que les vétérans américains portaient plainte contre les fabricants de l'agent orange pour obtenir des réparations, Monsanto a sponsorisé des études sur les effets à long terme de la dioxine. La compagnie a payé des scientifiques pour comparer l'état de santé des travailleurs exposés 30 ans plus tôt lors de l'accident dans l'usine de Nitro à celui de travailleurs non exposés. 2 personnes connaissent très bien ce dossier. William Sanjour, qui dirigea le département des déchets toxiques à l'Agence de protection de l'environnement, et Gerson Smoger, un avocat qui défend les vétérans de la guerre du Vietnam. En 1990, le docteur Kate Jenkins, une de mes collègues à l'EPA, a rédigé un mémorandum à propos d'allégations selon lesquelles les études réalisées par Monsanto présentaient des défauts. Si elles avaient été conduites correctement, les résultats auraient été à l'opposé de ceux trouvés par Monsanto. Leurs études montraient que la dioxine n'était pas cancérigène pour l'homme. Ils avaient les données des études et ils ont manipulé leur interprétation pour parvenir à la conclusion qu'ils voulaient. Une étude ne se fait jamais comme ça, jamais. Mais c'est comme ça qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Plus tard, on a découvert qu'il y avait 5 personnes cancéreuses qui, dans une étude, avaient été enregistrées comme ayant été exposées à la dioxine. Dans l'autre étude, ces 5 mêmes personnes étaient présentées comme non exposées. En mettant ces personnes dans le groupe des non exposés, on avait l'impression qu'il y avait autant de cancers dans les 2 groupes. Donc, ils ont conclu qu'il n'y avait pas de différence. C'est ainsi que des dizaines de milliers de vétérans ont été déboutés de leur demande de réparation pour avoir été exposés à l'agent orange. Ces études ont affecté toute la réglementation aux États-Unis pendant 7 à 9 ans. Comme Kate Jenkins était une bonne scientifique et une bonne employée de l'EPA, et soit dit en passant, quelqu'un de courageux, elle a écrit un rapport au conseil scientifique de l'EPA en leur demandant de réexaminer ces 2 études pour vérifier leur méthodologie. En fait, il n'y a jamais eu d'investigation sur Monsanto. Personne n'a enquêté sur les 2 études. Personne. La seule enquête réalisée a porté sur Kate Jenkins, sur celle qui a tiré la sonnette d'alarme. Sa vie est devenue un enfer. Ils l'ont harcelée. Ils l'ont fait changer de poste. Ils l'ont persécutée. Faites-vous confiance à la firme Monsanto quand elle dit que ces OGM ne posent pas de problème pour la santé?
Je ne crois pas un mot de ce que dit cette société. Tout ce qu'elle dit doit être vérifié par des personnes indépendantes, à condition que ces personnes soient compétentes et vraiment indépendantes. Eh bien, justement, pour prouver l'innocuité du soja Roundup Ready, Monsanto a réalisé une étude qui a été publiée en 1996 dans une revue scientifique de référence. Elle était censée mesurer les effets du soja transgénique sur la santé des animaux et notamment des rats. Cette étude a été soigneusement décortiquée par un scientifique danois aujourd'hui décédé et le norvégien Jan Prime. Pour moi, cette étude a peu de valeur. Elle est très décevante. Surtout quand on sait qu'elle a servi de base au principe d'équivalence en substance. Il y a des choses surprenantes. Par exemple, cette phrase. Les études sur l'alimentation des animaux fournissent une assurance partielle qu'il n'y a pas de changement majeur. Comment ça, partiel? Ça ne suffit pas. Je veux 100% d'assurance. Par exemple, à la page 723, on peut lire « À part leur aspect plus marron, les foies avaient l'air normal lors de l'autopsie. » Comment peut-on dire cela sans regarder à l'intérieur du foie, ni faire des coupes avec un microscope pour voir s'il n'y a pas de différence? De plus, ils ont utilisé des rats âgés. Si on veut camoufler les problèmes, il n'y a rien de mieux que de prendre des animaux adultes, car ce sont les jeunes qui permettent de montrer si une modification s'est produite. On peut dire que c'est de la mauvaise science, car ils ont fourni très peu de données. Avez-vous essayé d'obtenir les données brutes de l'étude sur les rats? Pas moi, mais un collègue. Ça a été très long et très frustrant, car il a fallu qu'il passe de bureau en bureau, et finalement, la réponse a été négative. S'il n'y avait rien à cacher, ça ne devrait pas être un problème. Les données devraient être à la disposition de tout le monde pour que l'on puisse travailler dessus. Mais, quand on voit qu'ils dissimulent les données, on devient suspicieux, car on se demande pourquoi ils les cachent comme ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est grâce à cette étude minimaliste que les OGM de Monsanto ont envahi le monde, principalement en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Australie. En 10 ans, les cultures transgéniques se sont étendues sur plus de 100 millions d'hectares. 70% sont résistantes au Roundup. Et 30% ont été manipulés génétiquement pour fabriquer un insecticide appelé BT. Depuis 2001, la compagnie publie un document intitulé The Pledge, la promesse, une sorte de charte éthique où elle tente de répondre à ses détracteurs en justifiant ses pratiques. Au cœur de l'opposition aux OGM, il y a notamment la question des brevets. C'est ce que Monsanto appelle ses droits de propriété intellectuelle, qui sont censés protéger ses investissements. En Amérique du Nord, chaque fermier qui achète des semences transgéniques doit signer un contrat d'utilisation de la technologie, où il s'engage à respecter le brevet obtenu par la compagnie sur le gène manipulé. Les OGM sont protégés par la loi américaine sur les brevets. C'est pourquoi je n'ai pas le droit de garder des graines pour les replanter l'année suivante. C'est une protection pour Monsanto et les sociétés de la biotechnologie, parce qu'elles ont investi des millions et des millions de dollars pour créer cette nouvelle technologie. Mais comment la firme Monsanto peut-elle savoir que quelqu'un a ressemé ses graines ? Je ne sais pas répondre à cette question. Comment peut-elle savoir que quelqu'un ressème ses graines? C'est une bonne question pour Monsanto. La question est tellement délicate que Monsanto préfère l'ignorer en faisant de belles promesses. Dans les cas où les variétés qui nous appartiennent apparaîtraient de manière non intentionnelle dans les champs d'un fermier,
nous nous engageons à trouver une solution qui satisfasse aussi bien le fermier que Monsanto. La réalité semble beaucoup moins idyllique. Le Centre pour la sécurité alimentaire de Washington a publié une étude sur les paysans poursuivis par Monsanto pour non-respect du brevet sur les semences. Il a recensé au moins une centaine de procès et de nombreuses faillites. Parmi les victimes, Troy Roche, un agriculteur de l'Indiana. Notre histoire a commencé en 1999. Un gentleman, et ce terme n'est pas très approprié, s'est présenté sur l'exploitation de mes parents. Il disait être un détective privé engagé par Monsanto. Il faisait une enquête sur les agriculteurs suspectés d'avoir gardé une partie de leurs semences. Il nous a demandé directement si c'était notre cas. Nous avons répondu que non en lui montrant les factures de nos achats d'herbicides et de graines. On lui a même indiqué les adresses des négociants pour qu'il aille vérifier lui-même, mais il a décliné notre proposition. Suite à cet incident, Monsanto a attaqué notre famille en justice. Monsanto a fourni des documents qui étaient censés être des analyses d'échantillons prélevés sur notre ferme. Pour obtenir ces échantillons, Monsanto avait dû entrer sur nos terres, sans notre autorisation, et donc les voler. Je me souviens que cette année-là, nous avions planté 200 hectares de soja Roundup Ready. C'était un contrat que nous avions avec un semencier pour multiplier des semences. Le contrat était très précis puisqu'il indiquait les champs dans lesquels nous allions semer. C'était facile à vérifier et tout le monde le savait. Pourquoi avez-vous négocié un arrangement à l'amiable avec Monsanto? Au bout de 2 ans et demi, la famille était totalement détruite à cause du stress. Leur action menaçait le travail de 5 générations. Si Monsanto avait gagné, nous aurions tout perdu, parce qu'ils auraient tout pris. Tout. Good morning. Morning, sir. How are you this morning, Troy? I'm well. How are you, David? Still surviving? Good. Troy Roche et David Runyon exploitent du soja conventionnel. Tous les deux ont été victimes de ce qu'on appelle aux États-Unis la police des gènes. Créée par Monsanto pour imposer sa loi dans les champs, la police des gènes sème la terreur dans les campagnes américaines où l'on dénonce les méthodes totalitaires d'un monde dominé par les OGM. Troy, j'ai des photos que j'aimerais que tu regardes. Voici ce que j'ai fait pour les empêcher de revenir sur mes terres. C'était au mois de juillet 2003. Ils sont arrivés chez moi vers 19h. Qui est venu? Les employés de Monsanto. Ils m'ont montré leur carte de visite et ils m'ont posé quelques questions sur mes cultures de soja, de maïs et où je vendais ma récolte. J'ai dit OK, c'est la fin de la conversation. Les brevets ont tout changé. Ils ont détruit la confiance qui existait entre voisins. Personnellement, il n'y a que 2 agriculteurs à qui je parle, avec qui je suis proche. Les agriculteurs ont vraiment peur? Bien sûr qu'ils ont peur. C'est impossible de se défendre contre cette firme. Ils ont créé une industrie dont le seul objectif est de détruire la vie des agriculteurs. Tout le monde a peur. Vous avez peur d'être dénoncé par un voisin, par exemple? Oui. Vraiment? Oui. C'est simple, il suffit de composer le 1-800 Monsanto... Non, pardon. 1-800 Roundup. Je me souviens qu'ils encourageaient les agriculteurs à appeler ce numéro gratuit pour moucharder. Pourquoi la firme Monsanto fait-elle tout cela? C'est pour tout contrôler. Les semences? Oui, ils veulent contrôler les semences. Ils veulent posséder la vie. Il s'agit de la base de notre alimentation. Ils veulent s'emparer de la nourriture, de toute l'alimentation.
Entre 1995 et 2005, Monsanto a racheté une cinquantaine de compagnies semencières à travers le monde. Ces acquisitions concernent les semences de soja, de maïs, de coton, de blé, mais aussi de légumes, tomates, pommes de terre, sorgho. Un peu partout, on s'inquiète de ce monopole qui, à terme, pourrait conduire à la disparition pure et simple de toutes les semences non transgéniques. Ce n'est pas l'avis de Monsanto qui défend les bienfaits de la biotechnologie, notamment dans les pays en voie de développement comme l'Inde. Nos produits fournissent des bénéfices économiques importants, non seulement aux grands producteurs, mais aussi aux petits. En général, ils permettent des récoltes de meilleure qualité et un rendement plus élevé. L'Inde est le 3e producteur mondial de coton. En 1999, Monsanto a racheté Maïko, la première compagnie semencière du pays. 2 ans plus tard, le gouvernement indien autorisait les cultures BT, appelées Bolgart, qui ont été manipulées pour fabriquer un insecticide censé repousser les attaques du ver américain, un parasite du coton. Depuis 2001, Kiran Sakari et Abdul Gayoum suivent au jour le jour la culture du coton transgénique chez les petits producteurs du district de Warangal. Chaque année, les 2 agronomes publient un rapport comparant les rendements et les coûts de production du coton BT avec ceux du coton conventionnel. En 2006, la récolte a été ravagée par une maladie qui affecte les cultures transgéniques. Les plants de ce champ de coton Bolgard sont infectés par ce qu'on appelle la rhizoctonia. À l'inverse d'une plante saine, l'intérieur de la tige est filandreux. C'est typique de cette maladie. Tous les agriculteurs disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Dans l'étude que nous avions conduite en 2001, nous avions observé la maladie uniquement dans quelques plants de coton BT. Mais avec le temps, elle s'est répandue. Et maintenant, on la constate non seulement dans les champs de coton BT, mais aussi dans les champs non transgéniques. Personnellement, je pense qu'il y a une mauvaise interaction entre la plante manipulée et le gène qui a été introduit. Cela a provoqué une faiblesse dans la plante qui ne résiste plus à la rhizoctonia. Sur le site Internet de Maïko Monsanto, j'ai lu que le coton BT est censé réduire de 78% la consommation de pesticides et d'augmenter le rendement de 30%. Mais c'est un bide total. Invariablement, au bout de 70 à 90 jours, il faut traiter les plantes contre le ver américain, même sur le coton BT. Mais comment expliquez-vous qu'autant de paysans aient acheté des semences BT? Pour les paysans, l'offre est très réduite. Lors de la dernière saison, il était très difficile de trouver des semences non BT sur le marché. Aujourd'hui en Inde, Monsanto contrôle la quasi-totalité du marché des semences de coton. Une manière d'imposer ces semences transgéniques vendues 4 fois plus cher que les semences conventionnelles. Pour se les procurer, les paysans sont contraints d'emprunter à des taux usuriers. Si la récolte est mauvaise, c'est la faillite. Une spirale infernale qui décime les villages indiens. जी आपल्या इथं आत्महत्या झाली ती कशामुळे झाली अजून काय कारण होतं कर्जबाजारी वय काय होतं 25 हा ही कन्झ्युम्ड पेस्टिसाइड 1 लिटर पेस्टिसाइड पहिलं डिसाइड आहे का नाही जगात किती झाली तुमचं
Des drames comme celui que nous venons de voir se produisent 3 fois par jour dans la région de Vidarbha, où le coton BT a été introduit en 2005. Certes, le suicide des producteurs de coton n'est pas un phénomène nouveau en Inde, mais avec les OGM, il s'est considérablement accentué. Mais rares sont ceux qui osent dénoncer publiquement ce scandale international qui oppose le pot de terre au pot de fer. Voici les zones de Vidarbha où on cultive du riz. On voit qu'il y a peu de suicides. Et ici, c'est la zone où on cultive le coton. Le résultat du coton BT, c'est que la première année, il y a eu 600 suicides entre juin 2005 et juin 2006. La deuxième année, après seulement 6 mois, nous sommes déjà à 680 suicides. C'est un désastre. Oui, c'est un désastre complet. Le problème, c'est que les OGM rendent les paysans complètement dépendants des forces du marché. Non seulement ils doivent payer leurs semences plus chères, mais ils doivent acheter des engrais. De plus, la consommation d'insecticides n'est pas réduite. C'est un mensonge. Monsanto dit que les OGM sont adaptés aux petits paysans. Qu'en pensez-vous? Notre expérience prouve que c'est complètement faux. C'est un mensonge. En ce jour de décembre 2006, la révolte gronde sur le plus grand marché cotonnier de l'État du Maharashtra. 3 jours après le tournage de ces images, des émeutes ont éclaté et des dizaines de paysans, dont Kishore Tiwari, ont été arrêtés. $60,000 a day. 50,000 rupees a day. 20,000 rupees a day. 50,000 rupees a day. 15,000 rupees a day. They don't want to go for the PT. Les graines du suicide. C'est le titre d'un livre rédigé par Vandana Shiva. Cette physicienne, lauréate du prix Nobel alternatif, dirige une fondation économique et un réseau de semences fermières baptisé Navdiana. Vandana Shiva s'est d'abord battue contre la première révolution verte, celle des années 1960 qui a introduit l'agriculture industrielle en Inde. Aujourd'hui, elle dénonce ce qu'elle appelle la seconde révolution verte, celle des OGM de Monsanto protégés par des brevets. La différence entre les deux, c'est que la première révolution verte était dirigée par le secteur public. Les agences gouvernementales contrôlaient la recherche. La seconde révolution verte est dirigée par Monsanto. La deuxième différence, c'est que la première révolution verte avait certes l'objectif caché de vendre plus de produits chimiques, mais sa motivation principale était tout de même de fournir plus de nourriture et d'assurer la sécurité alimentaire. Au bout du compte, même si cela s'est fait au détriment d'autres cultures comme les légumineuses, on a produit plus de riz et de blé pour nourrir les gens. La seconde révolution verte n'a rien à voir avec la sécurité alimentaire. Son seul but, c'est d'augmenter les profits de Monsanto. Ils ont toujours dit que la manipulation génétique était un moyen d'obtenir des brevets. C'est cela leur vrai objectif. Si vous regardez la stratégie de recherche que Monsanto déploie en ce moment, la firme est en train de tester une vingtaine de plantes où elle a introduit des gènes BT. La moutarde, le gombo, l'aubergine, le riz et le chou-fleur. Une fois qu'elle aura imposé comme norme le droit de propriété sur les graines génétiquement modifiées, elle pourra encaisser des royalties.
Nous dépendrons d'elle pour chaque graine que nous semons et chaque champ que nous cultivons. Si elle contrôle les semences, elle contrôle la nourriture. Elle le sait, c'est sa stratégie. C'est plus puissant que les bombes, c'est plus puissant que les armes. C'est le meilleur moyen de contrôler les populations du monde. À ce réquisitoire musclé, Monsanto répond qu'il n'en est rien en brandissant les engagements de son pledge. Intégrité, dialogue, transparence, partage. We want to participate constructively in the process by which societies around the world try to develop good answers to those questions. Are the products going to be safe for the environment? How are they going to affect biodiversity? How are they going to affect other plants and insects and birds? What about outcrossing of genes? What happens if genes do outcross into wild species? To me, that means, among other things, listening carefully and respectfully to all points of view. Avec l'air de rien, Robert Shapiro vient de parler d'un sujet très délicat qui inquiète vivement tous les opposants aux OGM, la contamination transgénique. Monsanto préfère parler de présence accidentelle faisant partie de l'ordre naturel. Apparemment, les OGM ont déjà contaminé le maïs mexicain. C'est ce que révèle une étude publiée par la revue scientifique Nature. Signée par le professeur Ignacio Chapela de l'université Berkeley, cet article a provoqué une vive polémique. J'ai travaillé pendant 15 ans avec des communautés indiennes d'Oaxaca, au Mexique, pour leur apprendre à analyser leur environnement eux-mêmes. L'un de mes étudiants est parti pour les entraîner à détecter les OGM. Nous avions apporté une boîte de conserve de maïs américain qui allait nous servir de contrôle positif, parce que nous savions que ce maïs était transgénique. Nous avions besoin d'un contrôle négatif, et nous nous sommes dit que pour cela, le maïs mexicain était parfait, parce que c'est le maïs le plus pur et le mieux préservé du monde. Quand nous avons analysé nos échantillons, nous avons été très surpris de découvrir que le maïs qu'on croyait sans OGM contenait déjà de l'ADN transgénique. C'était vraiment une très grande surprise de constater que les variétés traditionnelles de maïs préservées et entretenues localement depuis 10 000 ans avaient déjà été contaminées par des OGM venus des États-Unis. Le Mexique représente le centre d'origine du maïs. Dans la seule région de Oaxaca, dans le sud du pays, on dénombre plus de 150 variétés locales. Cette grande biodiversité est un trésor universel qui abrite le réservoir génétique du maïs, entretenu par des millions de paysans mexicains. Ce maïs, c'est pour la famille? Oui, rien que pour la famille. On fait des tortillas. Celui-là a une belle taille, alors je vais le garder comme semence pour l'année suivante. Vous n'achetez jamais de semences à l'extérieur? Non. C'est un échange? Oui, c'est le troc de l'Antiquité. Pour préserver la diversité de son maïs, le Mexique a interdit les cultures transgéniques. En revanche, dans le cadre du traité de libre-échange signé avec les États-Unis et le Canada, le pays n'a pas pu empêcher l'importation massive de maïs américain transgénique à 40%. Destiné exclusivement à la consommation humaine et animale, le maïs américain menace la production locale. Largement subventionné par l'administration de Washington, le maïs industriel, comme on dit ici, est vendu 2 fois moins cher que le maïs traditionnel. Vous faites toujours les tortillas avec du maïs local? Oui. Il est naturel et donne plus de rendement. Et puis, il est plus nourrissant, car il vient d'une terre pure.
Ça, c'est du maïs violet. Autrefois, mes ancêtres ne semaient que ce maïs. Aujourd'hui, on continue de le conserver. Il existait avant la conquête espagnole? Oui. Et maintenant, il y a une autre conquête. C'est quoi la nouvelle conquête? La conquête transgénique, qui veut détruire tout ça en faisant disparaître le maïs local pour que domine le maïs industriel. Si c'est le cas, nous dépendrons des multinationales. Nous serons obligés d'acheter les engrais et les insecticides qu'elles vendent. Car sans ça, leur maïs ne poussera pas. Alors que le maïs local marche très bien sans engrais ni herbicides. Vous voyez, il est très beau. L'article d'Ignacio Chapela dans Nature a provoqué une vive émotion au Mexique. Depuis, l'Institut national de l'écologie a confirmé la contamination du maïs mexicain. Les gènes Roundup Ready et BT ont été retrouvés dans des maïs prélevés dans 5 régions du pays. Que se passera-t-il si le maïs transgénique se croise avec les variétés traditionnelles? Le docteur Elena Alvarez a mené une expérience avec une fleur locale. Elle a inséré le même gène dans plusieurs spécimens de la plante, puis a observé leur croissance. Nous avons constaté que 2 plantes strictement identiques du point de vue génétique, c'est-à-dire qu'elles ont le même génome, les mêmes chromosomes et le même transgène, la seule différence étant que le transgène est situé à des endroits différents, eh bien une fois qu'elles ont poussé, ces plantes peuvent présenter un phénotype, c'est-à-dire des formes florales très différentes. Certaines ont des fleurs qui sont identiques au modèle naturel, avec, comme ici, 4 pétales, avec 4 sépales. Mais d'autres ont des fleurs aberrantes, avec des poils anormaux ou des pétales bizarres. Et certaines sont carrément monstrueuses. La seule différence entre toutes ces plantes, c'est la localisation du transgène qui s'est inséré complètement à l'aveugle. Pourquoi est-ce préoccupant? Au Mexique, une fois que les semences transgéniques seront libérées dans l'environnement, il est fort probable que les transgènes s'insèrent dans le génome des variétés locales mexicaines. C'est un phénomène qu'on ne peut pas éviter, car les plantes de maïs se croisent naturellement par le pollen que transporte le vent. On peut donc craindre que le fond génétique du maïs traditionnel soit affecté de manière totalement incontrôlée. Buenos días, los seguimos invitando para que podamos platicar con ustedes un momento en relación a las enfermedades que se están produciendo actualmente del maíz, sobre todo por la contaminación por transgénicos. Aldo Morales dirige une organisation indienne. Depuis 2 ans, il mène une campagne d'information dans les communautés de Oaxaca. Les craintes exprimées par le docteur Alvarez ont déjà été vérifiées sur le terrain. Yo voy a mostrarles ahora algunas imágenes de plantas de maíz que hemos encontrado aquí en la región de la Sierra Juárez y que nos gustaría saber si ustedes las han visto. ¿No? Opa, estas no son. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver cosas raras. Esta planta pues tiene una rama por aquí y otra rama por acá. Las milpas normalmente no salen así. Digamos, sale una hoja y arriba sale un jilote, ¿no? En este caso están saliendo 3 jilotes sobre una sola hoja. Son monstruos. Esa planta nosotros la enviamos a un laboratorio de biotecnología para que detectaran si tenía presencia o no tenía presencia de transgénicos y desgraciadamente nos dio positivo. Miren, plantas como esta las hemos encontrado sobre todo en la calle, en algún jardín, porque seguramente alguien fue a comprar el maíz a la tienda y pues iba caminando y se le cayeron algunos maíces
y esos maíces crecieron, ¿no? Y entonces de esa manera es como se puede producir la contaminación a las plantas nativas de maíz. Lo que yo entiendo que en el futuro, si se deja que esto se prolifere dentro de los cultivos de los campesinos, al rato nosotros vamos a tener que comprar maíz porque nuestro maíz ya no va a servir. Es preocupante. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo le vamos a hacer, no? Una de las recomendaciones que nosotros estamos dando es que si nosotros vemos cosas raras en algún momento, pues le quitemos la espiga, ¿no? Porque la espiga es donde sale el polen. Entonces decimos aguas, ¿sí? Tenemos que ser más vigilantes con nuestras milpas. Pensez-vous que cela puisse être une stratégie de Monsanto, ce qu'elle ne peut pas obtenir légalement, c'est-à-dire les cultures légales d'OGM, elle l'obtient par la contamination? Oui, on finit par se demander si la contamination n'a pas été intentionnelle. Si le centre d'origine du maïs est contaminé, le reste de la planète peut suivre. La contamination profite uniquement à des multinationales comme Monsanto. Comment a réagi Monsanto à la publication de l'article d'Ignacio Chapela sur la contamination mexicaine? Les coups tordus de Monsanto et le licenciement du professeur de Berkeley. C'est signé Jonathan Matthews qui dirige GM Watch, un service d'information sur les OGM basé dans le sud de l'Angleterre. D'après Jonathan Matthews, Ignacio Chapela a été victime d'une campagne lancée sur AgBioWorld, un site pro-OGM. La veille de la publication de l'article de Nature, une certaine Mary Murphy a posté un email que AgBioWorld a distribué à des milliers de scientifiques internationaux. Elle écrit « Les activistes vont certainement faire courir le bruit que le maïs mexicain a été contaminé par des gènes de maïs OGM. » Dès le lendemain, une certaine Andura Schmetacek poste un deuxième email. D'abord un activiste avant d'être un scientifique. C'est vraiment une campagne de diffamation. Les 2 premiers jours, on a d'abord Murphy et Smitacek qui entrent en scène. Et puis, il y a d'autres scientifiques qui réagissent en disant « Nous devons faire campagne contre cela. Nous devons inonder Nature d'emails en disant que cette étude n'est pas sérieuse. » J'ai passé beaucoup de temps à chercher qui étaient Smitacek et Murphy. En ce qui concerne Smitacek, si on regarde les informations techniques en bas de ces emails, on voit « reçu de » avec l'adresse du site expéditeur. Il suffit de la copier et de vérifier sur un annuaire des sites Internet. Et on trouve que le propriétaire, c'est la compagnie Monsanto de Saint-Louis. Quant à Mary Murphy, elle a laissé quelques indices qui m'ont aussi permis de remonter jusqu'à elle. On voit que les emails postés par Mary Murphy ont pour adresse bw6.bivwood.com. En cherchant, on trouve que bivwood.com, c'est le nom d'une agence de communication appelée Groupe Beavings. Et parmi ses clients, il y a Monsanto. Des faux scientifiques, c'est vraiment des coups tordus. Oui, on peut parler de méthodes très sales qui piétinent l'éthique la plus élémentaire. Elles révèlent une compagnie qui est prête à tout pour imposer ses produits partout dans le monde, y compris à détruire la réputation de tous ceux qui peuvent lui faire obstacle. L'accusation de Jonathan Matthews a été reprise par la presse britannique, mais Monsanto a préféré l'ignorer. Tandis qu'elle poursuit son irrésistible ascension, la firme défend sa vision d'un monde transgénique censé résoudre le problème de la faim et de l'environnement dans la plus grande harmonie.
L'expérience pratique démontre clairement que la coexistence entre l'agriculture transgénique et l'agriculture conventionnelle ou biologique est non seulement possible, mais qu'elle se passe pacifiquement partout dans le monde. Imagine mundo que preserve a natureza, o ar, os rios. Onde a gente possa produzir mais, com menos agrotóxicos, sem desmatar as florestas. Você pensa num mundo com transgênicos. Uma iniciativa Monsanto com apoio da Associação Brasileira de Nutrologia. Le monde transgénique. Il est déjà en marche en Amérique du Sud, où 40 millions d'hectares de soja Roundup Ready ont été semés en 2007. La conquête a débuté en Argentine 10 ans plus tôt, le seul pays à avoir autorisé officiellement les cultures transgéniques. Depuis, les OGM se sont répandus mystérieusement dans les pays voisins, comme le Brésil ou ici le Paraguay. En 2005, le gouvernement paraguayen a finalement légalisé les cultures clandestines pour sauver ses exportations de soja, notamment vers l'Europe, où l'étiquetage des produits OGM est obligatoire. Autant dire que le ministère de l'Agriculture a été placé devant le fait accompli. Nous avons dû autoriser l'utilisation des OGM, car ils étaient entrés, de manière, disons, irrégulière dans notre pays. Sait-on comment les semences transgéniques sont entrées dans le pays? Par le marché noir ou la contrebande? Non, nous ne parlons pas de marché noir, mais de sacs blancs. Parce que ce sont des sacs de semences qui ne présentent aucune inscription officielle. Est-ce que Monsanto a joué un rôle dans cette contrebande de semences? Il est possible que l'entreprise ait, disons, promu ces variétés, ces semences. Et comme je vous ai dit, le gouvernement a dû réagir a posteriori en validant effectivement un état de fait. Quelle qu'en soit l'origine, la contrebande fut une bonne affaire pour Monsanto. Dès que les cultures furent légalisées, la compagnie a obtenu que les producteurs payent des royalties sur chaque tonne de soja produite, comme au Brésil. Depuis au Paraguay, on déforeste à tour de bras, quitte à expulser par la force les petits paysans qui refusent de céder leur lopin de terre. Jorge Galeano dirige une organisation paysanne qui se bat contre la progression de ce qu'il appelle le désert vert. Nous avons ici un exemple de ce qu'est une culture de soja transgénique. En fait, c'est une monoculture qui détruit tout ce qu'il y a sur son passage. Avant, ici, il y avait des bosquets et tout ce qui fait vivre l'agriculture familiale. Des plantes, des arbres, du manioc, du maïs. Pensez-vous que cette monoculture transgénique peut cohabiter avec les cultures des petits paysans? Non, nous sommes sûrs que non. Ce sont deux modèles incompatibles qui ne peuvent pas coexister. C'est une guerre silencieuse qui élimine des communautés et des familles paysannes et détruit la biodiversité de la campagne. Elle apporte la mort, la pauvreté, des maladies et anéantit toutes les ressources naturelles qui nous font vivre. Aujourd'hui, partout dans le pays, on arrose de Roundup, par avion ou avec des épandeurs conduits par des ouvriers agricoles sans aucune protection. Et on arrose jusqu'aux portes des maisons ou près des cultures vivrières des petits paysans. Chaque année, des récoltes sont détruites et des milliers de personnes contaminées. Comme cette famille, cernée par les OGM de Monsanto. Les parents sont inquiets pour leur fils Pedro, qui chaque jour doit traverser les champs de soja
pour aller vendre des galettes de maïs fabriquées par sa mère. 15 días ya por la peso ya ni por no. Eu perire bella peregua be su butere la primero güey. Oju pijo. Mi sima peso vale hijo vaya ahí también. Dame pere. No es que así biche. Come bien. Te dia hoy no sé vete mi umia ya poina jugo ambande una. Misa sa ibe le karube. Qua, qua karube sí. O karube eso y coina, pero algunas veces hay cuál y karube y más nada. Así es, vivimos. Tomamos el agua, intoxicado, muriendo de nosotros 60 patos con ganso. Ahí viene y enseguida cae y muere. Porque allá se pasaba, se mata todo. Ahí a la altura. Y cuando llueve viene el agua y el pato vive por el agua. Y por eso. Au Paraguay, 2% de la population détiennent 70% des terres cultivées et avec les OGM, la concentration ne cesse de s'accentuer. Les 3/4 des producteurs de soja sont des étrangers qui placent leur argent dans le nouvel or vert. Avec la crise de la vache folle et l'interdiction des farines animales et plus récemment l'engouement pour les biocarburants, les cours du soja se sont envolés, provoquant une ruée sur les cultures Roundup Ready. D'après le dernier recensement paraguayen, 100 000 personnes quittent chaque année la campagne pour s'installer dans les bidonvilles des grands centres urbains. La majorité a fui le soja transgénique de Monsanto, destiné à nourrir les poules, les vaches et les cochons d'Europe. Ñaña imita sobre el modelo de producción de la soja transgénica promovido por Monsanto. Pea Orecoja, hay empresa multinacional tu cheiteía, un vapor en todo el mundo. Y objetivos es el control del alimento, allá la producción de alimentos en el mundo. Y cómo a través de la implementación de una agricultura sin agricultor, de soberanía alimentaria que o representar ñandeña mandaña de yeje. Ya producían de ya uana, naña depende y otro de ya carujanwa. Tenemos que luchar por nuestra soberanía, tenemos que luchar por nuestra tierra, tenemos que defender nuestra comunidad, tenemos que defender nuestra familia y tenemos que defender nuestro país. Si la gente que la ciudad de Pan y la ciudad anda así. Peñemos a tai a ver. Porque la ciudad de yo guapa y te la guaja y bien de niña tu mía en ba ella usted oye la ciudad no yo le yo usted donde plata de hoy. Ella es basura. Et j'ajoute que le combat de ces familles pour leur survie nous concerne tous. En 2007, Monsanto employait 18 000 salariés dans une 50aine de pays. Tandis qu'à la bourse, le cours de ces actions ne cessait de grimper, ses bénéfices ont atteint $1 milliard. Parmi ces actionnaires, on compte des fonds de pension, des banques, mais aussi des centaines de milliers de petits porteurs. Chris Horner. Hello, Christopher Horner. I'm Marie-Monique Robin from France. Oui, nous apprécions votre insistance à demander une interview, mais nous avons eu plusieurs conversations internes et nous n'avons pas changé notre position. Nous n'avons aucune raison de participer à votre documentaire, car nous suspectons que cela ne sera pas positif pour nous.